Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube. Si vous choisissez Cube régulièrement, vous savez qu'à mon émission, j'aime bien donner la parole à des gens qui sont des sonneurs d'alerte, des sonneurs d'alarme, des gens qui dénoncent des situations, des injustices. Et ma première invitée, c'est ça qu'elle a fait. Elle considère que en ce moment, dans le système de santé au Québec, on a une sorte de 2 poids, 2 mesures où on valorise certaines chirurgies et on en minimise d'autres. On fait des omissions dans le système de santé au Québec, à tel point qu'elle songe éventuellement à quitter le Québec parce qu'elle est tannée de se battre. Donc, ma première invitée s'appelle Dr. Marie Guedalevich. Elle est chirurgienne orthopédique à l'hôpital de Verdun. Bonjour, Dr. Guedalevich. D'abord, j'espère que je prononce bien votre nom. Oui, parfaitement. Merci. D'accord. Alors, on a en main, vous nous avez fait parvenir une lettre ouverte que vous souhaitez voir discutée. Dans cette lettre ouverte-là, vous vous plaignez du fait que, on le sait, le gouvernement a procédé à des mises à jour dans les différentes chirurgies qui sont autorisées. Par contre, il y a des chirurgies qui ne sont pas incluses. Par exemple, les chirurgies d'allongement des membres et de correction de difformité. Pourquoi c'est important que ces chirurgies-là soient incluses? En ce moment, avant cette nouvelle loi qui vient d'apparaître, on faisait plein de chirurgies dans des CMS qui étaient acceptées parce que la loi n'avait pas eu d'update depuis 2010. Donc, ces chirurgies-là de correction de déformité et d'allongement faisaient partie de ça. Et maintenant, je ne sais plus où je vais opérer ces patients-là. J'ai quand même une pratique assez niche. Je fais des chirurgies pour des gens qui ont des inégalités de longueur des membres, des difformités congénitales, acquises, problèmes de trauma, de tumeurs. Et je suis devenue une référence au Canada. Et donc, maintenant, j'ai des patients qui viennent d'un peu partout au Canada. Et pour désengorger le système du Québec, j'ai ouvert un centre canadien d'allongement pour pouvoir les opérer là-bas. Mais si on m'interdit de faire cette chirurgie-là dans mon CMS, là, j'ai plus d'options où les opérer, autre que de les amener à l'hôpital, mais c'est pas ça la meilleure option. Et j'ai des patients qui se font aussi des allongements de stature. Et ces patients-là n'ont aucune autre opportunité de se faire opérer au Canada. Et donc, ils vont aller se chercher ces chirurgies-là à l'étranger à leur risque et péril. Absolument. Et vous dites à leurs risques et périls, c'est très important parce que j'ai noté dans votre lettre, qui moi, ça m'a donné des frissons dans le dos, il y a des gens qui sont revenus au Québec avec des complications importantes parce qu'ils sont allés se faire allonger les membres à l'étranger. Et excusez mon français, mais ça a été botché, ça a été mal fait. Exact. Oui. Exact. C'est une chirurgie qui coûte cher, donc les gens vont aller trouver des solutions moins chères. Et aux États-Unis, ça coûte encore plus cher. Et donc, si on les offre pas au Canada en sécurité pour nos patients, au Québec et au Canada, là, les patients vont aller dans des pays où c'est vraiment mal fait. Et quand ils reviennent au Canada, c'est sur le système public qu'on va aller les ramasser pour traiter les problèmes, pour qu'ils redeviennent des gens fonctionnels. Ils sont même pas capables de marcher, ils ont des infections. Wow. C'est majeur comme complication. Donc, et quand on les fait maintenant, ça fait 5 ans qu'on les fait ici au Canada. C'est moi la seule pour l'instant qui fait ces genres d'allongements-là de stature, mais il y a des patients que je traite pour plein de problèmes médicaux aussi. Mais pour les allongements de stature, les patients n'ont pas d'autre option. Donc là, je ne sais pas ce que je vais faire avec cette clientèle-là, ce que je vais leur dire et comment je vais pouvoir les traiter. Alors, dans votre lettre, qui est vraiment vraiment une lettre choc, vous dites le fait que le gouvernement considère que ces chirurgies-là sont pas acceptables, c'est soit parce qu'ils connaissent pas ça ou parce qu'ils portent un jugement de valeur sur les chirurgies. Et vous dites, je songe à aller pratiquer ailleurs parce que l'énergie pour défendre cette spécialité commence à me manquer. Si j'étais le ministre de la Santé, qu'est-ce que vous me diriez pour justement me convaincre ou nous convaincre du bien fondé de ces chirurgies?
Écoutez, je suis un orthopédiste à Verdun. Je travaille à temps plein dans le système public. Le temps que je consacre pour aller faire ces chirurgies-là, c'est du temps que j'ai en supplément de ma pratique complète à l'hôpital de Verdun, où je pratique ces spécialités-là, où j'aide les patients du Québec et du Canada. Donc, moi, mon but, c'est pas de faire du privé, c'est pas d'aller dans ce débat-là. Je crois dans notre système public. Et le D'accord. CMS que j'ai mis sur place avec ma sœur, c'est pour aider le réseau public. On a un contrat avec Sainte-Justine. On a déjà fait 300 chirurgies à l'intérieur de cette année pour améliorer les soins et faire le rattrapage pour les cas orthopédiques pédiatriques. Donc, ça, c'est pas mon objectif. Mais en même temps, ces patients-là vont chercher cette chirurgie-là. On peut pas se le cacher. Et je pense que comme c'est niche et comme les gens connaissent pas beaucoup sur ce genre de chirurgie-là, ça a l'air très gros. Ça a l'air très futuristique. C'est avant-garde, on va dire. Mais ça fait plus que 10 ans que ça existe maintenant et aux États-Unis, peut-être plus longtemps. Et c'est de plus en plus sécuritaire. Et c'est vraiment la même chose qu'une femme qui se fait une augmentation mammaire ou une abdominoplastie ou un patient qui va se faire un changement de jambe. C'est le même effet sur la confiance des gens, le même effet sur la transformation de leur vie. Et je suis très déçue de voir que le gouvernement a pris des décisions, même à l'encontre de l'Association d'orthopédistes du Québec, qui a supporté l'ajout de ce type de chirurgie dans un CMS. Voilà. Donc, quand vous dites qu'il y a un jugement de valeur, c'est qu'en fait, on a l'impression, ça c'est ce que je lis entre les lignes, que le gouvernement porte un jugement de valeur en disant, bon, c'est un caprice. Les gens font ça pour des raisons esthétiques. Le gars qui mesure 5 pieds 3, il veut mesurer 5 pieds 6. Bon, c'est pas au gouvernement de payer pour ça. Donc, je résume bien la situation, c'est un peu ça, en fait. Oui, en effet. Et tu sais, c'est pas juste ça, mais j'ai des patients qui viennent à travers le Canada pour des problèmes aussi fonctionnels, de déformité. Et là, je fais quoi avec ces patients-là? Bonne question. Je veux pas les amener dans le système et le réseau public. Ça va pas alléger ma liste d'attente à l'hôpital de Verdun. Donc, c'est les deux ensemble. Il faut permettre aux gens de continuer de faire leur spécialité, même si elle est unique, même si ça a l'air un peu bizarre pour des gens. Et moi, je vois les patients. Tu sais, c'est facile de passer jugement quand t'as pas rencontré cet homme de 5 pieds 3 qui souffre dans sa vie d'une manière que je reconnais et que j'ai de l'empathie pour eux. Et donc, quand ils ont fini le processus avec moi, c'est des patients extrêmement reconnaissants. Ça change leur vie. Et pour eux, je suis de l'espoir. Et sinon, ils vont aller chercher ça ailleurs et c'est là qu'il va y avoir vraiment des complications. Voilà, comme on l'a vu, donc ils vont à l'étranger, la job est plus ou moins bien faite, et là ils reviennent ici, puis finalement c'est au système de santé de prendre ça. Vous utilisez dans votre lettre ouverte une expression que je ne connaissais pas. On connaît la dysphorie de genre, donc des gens qui ont le sentiment et la réalité aussi d'être nés dans un corps qui n'est pas approprié pour eux, dans un genre qui n'est pas le leur, et ça leur cause de la dysphorie. Mais là, vous utilisez l'expression dysphorie de taille. C'est la première fois de ma vie que j'entendais parler de ça. Ben, c'est ça. Donc, c'est un diagnostic psychologique. Hop. Oui, je suis là. OK, pardon. Oui. C'est un diagnostic psychologique qui existe depuis des années et ça a été démontré dans des études très récentes et il y a plusieurs années que le traitement de l'allongement des membres aide beaucoup à ces gens-là de passer par-dessus ce genre de dysphorie-là. Et je pense que, tu sais, les gens connaissent pas ça. Je comprends que c'est très niche et spécialisé, mais ça se ressemble beaucoup. Le changement dans leur vie se ressemble beaucoup la même idée que les gens qui sont complexés par d'autres choses. D'accord. Vous utilisez même, vous allez jusqu'à dire que quand une personne n'est pas satisfaite de sa taille, peut faire de l'anxiété, de la dépression et dans certains cas sévères, des tentatives de suicide. Donc, la semaine passée, j'avais un patient qui est venu avec sa maman, québécois, d'ici, et il y avait début vingtaine, là, et il avait déjà tenté de faire le suicide à cause de ça, et ses parents, c'est eux qui m'ont approché, et quand ils sont partis de leur première consultation, ils avaient de l'espoir, et leur fils avait de l'espoir. Et je peux comprendre que c'est pas un cancer, mais quand quelqu'un vit avec ce genre de problématique-là, où ils voient vraiment que leur taille leur nuit, et qu'ils sont pas capables d'aller socialiser, ils pensent ou comment ils vont faire s'ils doivent enlever leurs souliers dans toutes les situations sociales. Ils souffrent. Ces patients-là sont en train de souffrir. Et je le vois et je l'empathise avec eux. Et je sais que c'est pas facile. Et il y a des gens que ça leur dérange pas. On s'entend qu'il y a des gens qui ont 5 pieds 3, des hommes qui ont 5 pieds 3, qui sont capables de vivre leur vie et ça va très bien et c'est correct. Mais pour les gens qui souffrent de ce problématique-là, ils cherchent des solutions et une des solutions, c'est de faire ce genre de chirurgie-là pour les aider. Alors, vous utilisez un clou
auto-allongeur. Alors, essayez de pas trop nous donner de détails parce que je risque de m'évanouir parce que je suis un petit peu hypersensible aux affaires médicales. Mais essayez de nous l'expliquer. Mettons, en mettant en tête, mettons, je suis en train de manger un sandwich puis j'ai pas envie d'être trop moi, en tout cas. C'est bon. Ça ressemble à quoi? Un clou Donc, auto-allongeur. la chirurgie, ça a l'air majeur, et c'est pas que c'est pas majeur, mais c'est un processus qui prend du temps. En général, s'il y a une chirurgie qui se fait comme les autres chirurgies orthopédiques, on parle de briser un os, de mettre un clou à l'intérieur de l'os, et on attend. Après ça, on attend 10 jours, et tranquillement, avec un aimant de l'extérieur, on va aller le mettre sur la jambe, sur une marque, et on va peser un petit bouton, et ça va commencer le processus d'allongement. On y va à 1 millimètre par jour. Oui. Et on va aller chercher jusqu'à peu près 8 centimètres pour ces patients-là. Et donc, ils vont graduellement, ça prend à peu près 3 mois. Donc, les patients vont vivre soit à Montréal ou s'ils sont déjà ici, ils continuent avec moi, 3 mois. Et après 3 mois, on a réussi à atteindre la longueur. Et par la suite, c'est ce qu'on appelle la consolidation. On va faire guérir l'os sur le temps. Et vers 6 mois, les patients vont plus avoir besoin d'utiliser de béquilles ou de marchettes pour pouvoir se déplacer. Et par la suite, vers 1 an après la chirurgie, ils sont de retour à toutes leurs activités, leur sport, etc. Et la plus grosse incision pour ça, c'est 1 centimètre pour mettre le clou. Donc, en termes de chirurgie radicale, ce que j'entends souvent parce que pour ce que je fais, c'est pas très radical, même si je comprends que c'est une chirurgie que les gens connaissent pas beaucoup. Oui, mais c'est absolument énorme parce que ça veut dire qu'en 3 mois, on peut gagner 3 centimètres. 8 centimètres, 3 pouces. 8, excusez-moi, ouais. Je mélange mes pouces puis mes centimètres, c'est pour vous dire. Mais vous dire, on vit un drôle de système au Québec. On calcule les kilomètres, puis il y a des gens, c'est les 1000, puis là, c'est les pouces, puis les centimètres. Essayez de vous y retrouver, c'est pas ça, c'est le calcul évident. que je vais mettre en vite dans ma tête parce que je fais beaucoup de pouces et de centimètres. Mais c'est ça. OK. Mais donc, en 3 mois, 8 centimètres, c'est absolument énorme. Par contre, un petit peu plus tôt, vous nous avez aussi parlé des gens qui ont parfois les 2 membres sont pas de la même grandeur. Donc ça, c'est clair que c'est pas juste une question d'ego ou une question de socialisation, c'est un réel problème. Exact. Si on a une jambe qui est plus courte que l'autre, il y a un réel problème orthopédique, là. Oui, ça peut être les gens qui ont une différence dans la longueur des jambes ou comme d'autres patients que je vois qui ont ce qu'on appelle des déficits osseux. Donc, ils ont eu un tumeur ou une infection, il fallait enlever un morceau d'os, puis là, il reste un trou. Donc, l'allongement des membres, ça règle ce type de problème-là aussi, où ça peut allonger une jambe de différence de 3 centimètres ou un bras. On peut avoir des différences de longueur de bras si on a eu un arrêt de croissance ou un autre problème congénital. Et j'allonge les nains. On a une population de nains qui vont vouloir aller atteindre une hauteur fonctionnelle et qu'on va allonger au courant de leur croissance pour pouvoir les amener à une hauteur fonctionnelle. Et ça, encore une fois, j'ai des patients du Québec et j'ai des patients à travers le Canada. Je suis surprise que vous utilisiez le mot nain. Je pensais qu'on n'avait plus le droit de dire nain et qu'on parlait de personnes de petite taille. Le nanisme reste un diagnostic médical. Ouais, les gens de petite taille ou le nanisme, mais ça reste un D'accord. Donc, quelqu'un qui est une personne de petite taille atteinte de nanisme, vous pouvez les allonger le maximum, c'est... Donc, pour les gens de petite taille ou les gens qui ont le nanisme, on va faire d'habitude 2 à 3 allongements durant leur vie, de l'âge d'à peu près 12 ans jusqu'à l'âge d'à peu près 20 ans. Et on va aller y chercher à peu près 15 centimètres chaque fois. On allonge les fémurs et les tibias, donc la cuisse et en dessous du genou. Et ensuite, on va aussi allonger les bras. Donc, ils vont aller chercher vraiment souvent entre 30 et 40 centimètres de longueur et avec un autre 10 centimètres dans les bras. OK, docteur Gedalevich, vous êtes un peu... vous êtes comme il y a quelque chose d'un peu miraculeux. Tu sais, de se dire quelqu'un qui est atteint de nanisme, vous allez lui... Ouais. C'est magique. Vous êtes à la fois un mélange entre un dieu, une faiseuse de miracles. C'est pour donner de l'espoir aux patients. Les patients qui viennent nous voir, tu sais, il y a des gens qui sont atteints par le nanisme qui veulent pas se faire allonger et c'est bien correct et ils vivent bien avec ça. Mon rôle comme médecin, c'est pas de passer le jugement. C'est pas à moi de décider. C'est à moi de les aider pour atteindre leur objectif d'une manière sécuritaire. Et c'est ce que je joue dans ce rôle-là. C'est vraiment le rôle du médecin qui veut, à la fin, que vous soyez aussi fonctionnel et aussi heureux qu'avant ou de plus heureux si vous avez allé chercher vos objectifs de taille. Donc, c'est ça l'objectif, et de vous rendre fonctionnel si vous ne l'étiez pas avant. Donc, c'est pas ma place pour juger les patients. C'est pas moi qui décide si c'est vraiment le bon traitement pour eux. Mais en même temps, tu sais, ça fait 5 ans que on fait les allongements de stature au Québec sans avoir cette contrainte. Et pour une raison que je comprends pas, dans la nouvelle loi,
elle était sur la liste. Les allongements Oui. étaient sur la liste. C'est Et il y ça a que je quelqu'un qui a comprends fait pas. la décision de l'enlever de cette liste-là, même contre l'Association des orthopédistes du Québec après leurs recommandations. Donc, c'est cette partie-là que je trouve dangereuse, qu'on ne laisse pas les médecins décider ce qui est acceptable du côté d'une pratique médicale et qu'on prend ces décisions pour eux. Absolument. Donc, Et ça laisse les patients dans un néant. Parce que là, Voilà. j'ai des patients de cédulés jusqu'en avril. Tu sais, j'y vais, je respecte ma pratique au public, donc j'y vais 1 ou 2 fois par mois pour faire ça. Et donc, je suis cédulée jusqu'en avril pour ces patients-là. Et là, je sais plus quoi leur dire. Parce Et des que patients ont cédulé leur vie autour de cette chirurgie-là. Hein. Quand ils viennent ici, ils Ah passent oui. 3 mois ici. Ils ont Wow. cédulé leur travail, leur vie autour de ça. Parce qu'on s'entend que c'est un processus qui prend en 3 et 6 mois, jusqu'à temps qu'ils retournent à une fonction fonctionnelle de travail, etc. Donc là, je suis vraiment découragée pour eux. Absolument. Écoutez, docteur Gedalevitch, j'espère que votre cri du cœur sera entendu pour tous ces gens qui ont besoin de cette chirurgie d'allongement des membres ou de correction de difformité. C'est quand même, ça englobe quand même beaucoup de choses qui ne seront plus offertes gratuitement dans les centres médicaux spécialisés. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui et bon courage à tous les gens qui ont besoin de cette chirurgie-là, de ces chirurgies-là. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chirurgienne orthopédique à l'hôpital de Verdun.